J'espère sincèrement que vous tenez bon, que tout va bien pour vous malgré le tumulte ambiant. Parce qu'il faut le dire, l'époque que nous traversons n'a rien... J'espère sincèrement que vous tenez bon, que tout va bien pour vous malgré le tumulte ambiant. Parce qu'il faut le dire, l'époque que nous traversons n'a rien d'anodin. Elle nous confronte à des interrogations profondes, presque vertigineuses, qui bousculent non seulement nos certitudes personnelles, mais aussi l'équilibre de nations entières. Depuis la pandémie de la COVID-19, le décor planétaire s'est métamorphosé. Ce que nous appelions autrefois la normalité appartient désormais au passé. Nous vivons à l'ère des affrontements entre la Russie et l'Ukraine, au rythme des secousses financières, des tensions énergétiques et des urgences climatiques. Le Moyen-Orient, lui aussi, s'est embrasé. Affrontements impliquant le Hamas, le Hezbollah et Israël, suivis par cette guerre éclair de 12 jours entre l'Iran et l'État hébreu. Et comme si cela ne suffisait pas, depuis le 28 février 2026, un nouveau front s'est ouvert. Une confrontation directe impliquant l'Iran, les États-Unis et Israël. Autrement dit, le monde d'aujourd'hui ne ressemble plus en rien à celui d'hier. Partout, les braises ne s'éteignent jamais vraiment. Les affrontements reviennent par vagues, parfois oubliés, souvent ignorés, mais toujours bien réels. Du Caucase avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan, à l'Asie du Sud-Est entre le Cambodge et la Thaïlande, jusqu'à l'Afrique centrale où le Rwanda et le Congo-Kinshasa se regardent en chien de faïence. Sans parler des zones explosives, Sahara occidental, Libye, bande sahélienne, nord du Mali, et tant d'autres territoires où la moindre étincelle peut embraser la région. À cela s'ajoutent les crises politiques feutrées, les tensions diplomatiques silencieuses, ces conflits en gestation qui peuvent éclater du jour au lendemain. Alors, une question s'impose. Comment naviguer dans un tel chaos? Comment exister, stratégiquement, dans un environnement international aussi instable? Et surtout, quelle trajectoire pour la diplomatie algérienne? Faut-il rester fidèle aux repères historiques qui ont fait ses preuves ou revoir entièrement la carte, redéfinir les priorités, forger une nouvelle doctrine capable de préserver les intérêts nationaux, la sécurité et l'équilibre du pays dans ce climat incertain? Car il ne faut pas oublier d'où vient cette diplomatie. Elle s'est construite dans la douleur et la lutte, héritière directe de la guerre de libération, puis renforcée par les décennies post-indépendance. L'Algérie ne s'est jamais vue comme un simple État parmi d'autres. Elle s'est pensée comme une conscience du Sud global, porteuse d'un discours centré sur la souveraineté, le refus de la domination, la fin du colonialisme et la primauté du droit international. Dans les années 70 et 80, une époque que beaucoup évoquent avec nostalgie, le contexte mondial était tout autre. L'Algérie occupait une place active, notamment au sein du mouvement des non-alignés. Elle soutenait les combats d'émancipation en Afrique, en Amérique latine et ailleurs. Elle affichait un engagement constant en faveur de la Palestine. Cette ligne de conduite lui offrait un prestige moral qui dépassait largement sa puissance économique. Certes, le pays n'était ni une grande richesse mondiale, ni une économie flamboyante. Mais il bénéficiait d'un respect certain, d'une écoute attentive et d'une sympathie internationale solide. Pourquoi? Parce qu'il incarnait des principes, parce qu'il assumait son histoire et parce qu'il défendait des positions jugées dignes et cohérentes. Soyons lucides, la scène internationale n'a plus rien à voir avec celle d'hier. Les repères ont sauté, les équilibres ont été bouleversés. Les valeurs que l'Algérie brandissait autrefois avec assurance sont désormais mises à l'épreuve dans un environnement bien plus brutal. La logique des deux blocs de la guerre froide appartient au passé. Aujourd'hui, ce sont les rivalités entre puissances majeures qui dictent le tempo. L'énergie est devenue une arme stratégique, la sécurité en état d'alerte permanent et les secousses économiques se multiplient sous des formes toujours plus complexes. Quant à la diplomatie classique, elle ressemble de plus en plus à un bras de fer où l'intérêt prime sur les principes, où le rapport de force écrase volontiers l'éthique et le dialogue. Depuis 2020, les événements se sont enchaînés à une vitesse vertigineuse. Pandémie mondiale, conflit russo-ukrainien, tensions énergétiques, urgence climatique, embrasement au Moyen-Orient, de la Palestine au Liban jusqu'à l'Iran. Ce que nous voyons se dessiner, c'est une mondialisation des crispations. Chaque année apporte son lot de crises liées à la sécurité, aux frontières, à l'économie, voire à des ressources vitales comme l'eau potable ou l'accès aux richesses naturelles. Dans ce contexte, l'Algérie se retrouve face à une équation délicate.
Les puissances dites moyennes disposent d'un espace d'action bien plus restreint qu'auparavant. Maintenir un équilibre entre fidélité aux principes historiques et défense des intérêts nationaux devient un exercice d'équilibriste. Et c'est là que surgit la question centrale. Peut-on revendiquer la neutralité tout en restant fidèle à son identité? Comment préserver son héritage diplomatique sans se laisser marginaliser dans un monde qui a profondément changé? Depuis les récentes secousses financières ou les grandes turbulences diplomatiques, qu'il s'agisse de la crise au Venezuela ou des tensions explosives entre l'Iran, Israël et les États-Unis, un constat s'impose. L'attitude d'Alger sur la scène mondiale intrigue, et pas toujours dans le bon sens. Plutôt que de dénoncer sans détour toute forme d'agression, la diplomatie algérienne adopte une posture mesurée, parfois tellement prudente qu'elle leur devient difficile à interpréter. Dans de nombreux dossiers, l'Algérie tente de ménager toutes les parties, sans heurter personne, ce qui donne l'impression d'un malaise profond. On ressent comme une incapacité à trancher, une sorte de flottement quand il s'agit de prendre position. Et pourtant, dans le monde diplomatique d'aujourd'hui, on voit souvent des escalades suivies d'appels appuyés au dialogue ou à la désescalade. Cette retenue peut être vue de deux façons. Soit comme une neutralité calculée, visant à protéger les intérêts nationaux et à éviter l'isolement, soit comme une reculade, une dilution des valeurs historiques dans un réflexe strictement défensif. C'est justement ce débat qui devrait animer les cercles politiques algériens aujourd'hui. Faut-il rester neutre pour préserver son espace stratégique? Personne ne propose qu'Alger se lance dans une aventure militaire contre Israël ou les États-Unis, ni qu'elle défie publiquement des dirigeants comme Donald Trump ou Benjamin Netanyahou. D'autant que l'histoire récente montre que ceux qui s'y risquent souvent se retrouvent laminés ou marginalisés. De ce point de vue, on peut comprendre le désir des autorités algériennes de jouer une carte prudente pour ne pas se retrouver seul face à des puissances hégémoniques, tout en préservant sa sécurité et son influence régionale. Le problème, c'est qu'à force de jouer petit, la prudence finit par ressembler à une marche arrière. Quand les concessions s'accumulent et que les principes passent à la trappe, la fameuse neutralité ne sonne plus comme une stratégie, mais comme un aveu. Un aveu de fragilité, de crainte, d'impuissance. Et là, on touche au cœur du sujet. Est-ce qu'on protège vraiment un pays en effaçant son identité? Est-ce qu'on renforce la sécurité nationale en remisant ses valeurs au placard dès que le vent tourne? C'est exactement ce qu'il faudrait mettre sur la table face à Abdidon, le chef du régime actuel, celui qui, comme on l'a déjà vu dans la première émission, semble traiter l'héritage diplomatique algérien comme un détail optionnel. Parce que oui, pour beaucoup d'observateurs, ce qu'on nous vend comme de la neutralité ressemble plutôt à une neutralité de recul, pas à une neutralité intelligente. Et en politique étrangère, chaque glissement a un coût. À la moindre incohérence, on donne l'impression qu'on lâche du terrain sur la souveraineté et toute la ligne diplomatique perd sa cohérence. La crédibilité, c'est pas seulement des chars ou des chiffres, c'est la constance. Tu ne peux pas, entre 2021 et 2022, te présenter comme champion de la Palestine, multiplier les gestes symboliques, recevoir le Hamas, défendre le Hezbollah, plaider pour un rapprochement avec l'Iran, insister sur le droit de Téhéran à un programme nucléaire civil, sur son droit à se défendre et à riposter, puis, quand les explosions arrivent en 2024, 2025 ou 2026, faire comme si tu n'avais jamais prononcé ces mots. Parce qu'au moment où la guerre éclate, tu restes muet sur les frappes américaines contre l'Iran. Tu évites de pointer Israël, tu minimises l'escalade. Et tu réserves ta solidarité à ceux qui ont subi des missiles iraniens, tout en oubliant l'Iran, le Liban et les autres pays touchés par les bombes et les missiles américains et israéliens. Et là, forcément, on ne parle plus de prudence. On parle de contradiction. Soyons clairs, il y a un décalage. Et ce décalage envoie un signal inquiétant. Pas celui d'un État en pleine ascension qui ajuste finement sa stratégie pour protéger sa stabilité interne. Non. Plutôt celui d'un pays qui brouille son message et fragilise son image. Quand la ligne n'est plus lisible, la crédibilité s'effrite. Cela dit, il serait trop simple de s'arrêter à une seule interprétation. Certains adoptent une lecture plus pragmatique. La politique étrangère, disent-ils, ne peut pas fonctionner uniquement à l'émotion ou à l'idéologie. Elle doit composer avec des réalités très concrètes.
la dépendance aux revenus énergétiques, les impératifs sécuritaires dans la région, les équilibres militaires délicats, les alliances stratégiques à préserver. Vu sous cet angle, ajuster son discours ne serait pas forcément trahir ses principes, mais gérer des contraintes bien réelles. Un État n'agit pas dans le vide. Il calcule, il anticipe, il protège ses intérêts. Dans cette logique, la réserve affichée par Alger, l'absence de condamnation frontale, la volonté de ne pas s'aligner ouvertement, le refus d'apporter un soutien direct aux pays frappés par Israël ou par les États-Unis, peut être interprétée comme une posture réfléchie. Une retenue jugée nécessaire pour éviter l'isolement et contenir les risques. Et sur ce point précis, on peut admettre que le réalisme a sa place. Mais au fond, la vraie interrogation est ailleurs. Elle tient en une ligne invisible. À partir de quand la prudence devient-elle un effacement? Où se termine la stratégie réfléchie et où commence l'abandon discret des principes fondateurs? Parce que si cette frontière est franchie, le risque est clair. On ne sera plus perçu comme un acteur lucide, mais comme un pays recroquevillé, inquiet, intimidé par les grandes puissances, impressionné par Washington ou paralysé face à Israël. Or, ce n'est absolument pas l'image que l'Algérie a cultivée depuis son indépendance. Le cœur du problème, c'est l'identité. Et juste derrière, la cohérence. Une diplomatie solide ne se résume ni à des déclarations enflammées, ni à des élans émotionnels. Elle repose sur une correspondance claire entre ce qu'un État proclame et ce qu'il fait réellement. Si l'action extérieure se limite à éviter les risques à court terme, elle finit par perdre sa colonne vertébrale. Historiquement, l'Algérie ne s'est pas définie par l'opportunisme, mais par la conviction. C'est cette constance dans les principes qui lui a permis d'occuper une place honorable sur la scène internationale, bien au-delà de son poids matériel. Aujourd'hui, l'enjeu n'est pas de retomber dans un discours rigide ou dogmatique. Il s'agit plutôt de mettre noir sur blanc une doctrine claire, de dire officiellement où l'on va. Car ce que l'on observe sous le régime Tebboune, c'est un flottement évident. Hésitation, repositionnement maladroit, alliance difficile à lire. On sent un pouvoir en quête de repères, incapable de stabiliser sa ligne ou de construire des relations internationales fondées sur la constance et la sérénité. Cette perte de calme stratégique est palpable, et elle pose une question essentielle. Comment reconstruire une diplomatie efficace, capable d'articuler héritage historique, intérêts nationaux et vision à long terme? Le débat ne se limite pas à un communiqué ambigu ou à un silence embarrassé. Il touche à l'équilibre entre mémoire politique et réalité géopolitique actuelle. Car au final, la grandeur d'un pays ne se mesure pas uniquement à ses ressources économiques ou à sa puissance militaire. Elle se mesure à l'alignement entre la parole et l'action. Soyons francs. Sous l'ère Tebboune, la cohérence a pris l'eau, et avec elle, la crédibilité. On ne peut pas passer les années 2021, 2022, 2023 à dénoncer le sionisme avec fracas, à pointer du doigt le Maroc pour sa normalisation diplomatique, et même militaire, avec Israël, tout en se présentant comme le rempart ultime contre son expansion au Maghreb et en Afrique. On ne peut pas bâtir tout un récit idéologique, le vendre à l'opinion publique comme une mission quasi historique, celle d'être le dernier bastion face à l'influence israélienne, puis, quand la guerre éclate en 2024, 2025 ou 2026, et qu'elle découle largement de calculs et d'opérations militaires israéliennes, soudainement adopter le silence radio. Et là, que dit-on? Appel au calme, appel à la retenue, appel à la désescalade. Rien de plus. Ce grand écart est brutal. Il ne renvoie pas l'image d'une stratégie maîtrisée, mais d'un désalignement profond. Car cette contradiction traduit quelque chose de plus grave. Une fragilité doctrinale, une vulnérabilité économique, un manque d'assurance politique et même militaire. En clair, cela signifie que les slogans scandés lors des défilés, les discours martelés en 2023 et 2024, les postures martiales mises en scène et l'utilisation permanente de la cause palestinienne comme levier rhétorique, tout cela sonne aujourd'hui creux. Quand l'épreuve arrive, les mots d'hier ne tiennent plus. Et puis, au moment où le conflit éclate, surprise, on assiste à un retournement spectaculaire. Un demi-tour? Un tour complet? Peu importe la figure géométrique exacte, ce qui est évident, c'est le changement brutal de posture. L'Algérie, qui se revendiquait puissance régionale, semble soudainement effacer les positions qui faisaient sa marque de fabrique. Alors la question dérange.
Comment un pays qui se présente comme un acteur majeur peut-il oublier si vite ses propres repères? Où sont passées les déclarations fermes de 2021, 2022, 2023? Où est passée cette cohérence revendiquée? Prenons un exemple récent. Depuis le début de l'année 2026, lors de la crise vénézuélienne, la question de la légitimité du pouvoir et des tentatives d'imposer une nouvelle réalité politique hors du cadre institutionnel était au cœur des débats. Et là, silence radio. Un silence étonnant pour un État qui se présentait naguère comme champion de la souveraineté nationale. Quand Nicolás Maduro, décrit auparavant comme un frère, a été capturé et placé sous contrôle américain, aucune réaction notable. Pas un mot fort, pas une prise de position claire. Pourtant, le Venezuela avait, pendant des années, soutenu la cause palestinienne dans les enceintes internationales, en s'alignant souvent sur les positions algériennes. Ce mythisme interroge. Cette nouvelle posture dite neutre paraît glaciale. Elle ne ressemble pas à une stratégie mûrement réfléchie, mais à un retrait. Une distance assumée face à ce qui est perçu comme une atteinte évidente à la souveraineté d'un État. Et lorsque la tension est montée entre l'Iran d'un côté et Israël appuyé par les États-Unis de l'autre, le communiqué officiel d'Alger a laissé perplexe. Un texte difficile à décrypter qui donnait davantage l'impression d'un équilibre fragile que d'une ligne diplomatique affirmée. Pourquoi ce malaise autour du communiqué? Tout simplement parce que le texte semblait placer face à face l'attaquant et celui qui subit l'attaque, comme s'ils portaient la même responsabilité. Bien sûr, appeler au calme et à la désescalade, c'est respectable. C'est même l'ADN de la diplomatie. Mais mettre sur un pied d'égalité une armée qui frappe et un État dont l'intégrité territoriale est violée, ce n'est plus de l'équilibre, c'est brouiller les repères. À partir de là, on entre dans une zone floue. Une zone où les principes deviennent flexibles, où la clarté s'efface, où l'on glisse lentement vers des concessions de plus en plus difficiles à justifier. Et puis il y a ce détail troublant. La condamnation du ciblage des bases américaines dans le Golfe, sans véritable rappel du contexte initial, celui des premières frappes menées par Israël et les États-Unis contre l'Iran avec leurs conséquences humaines. Pas un mot explicite sur les victimes civiles iraniennes. Pas de message clair après l'assassinat de Khamenei, pourtant figure religieuse majeure pour des millions de chiites et personnalité centrale d'un pays clé de la région. Ce décalage est frappant. On est passé d'un discours fondé sur des principes affirmés à un ton mesuré, presque silencieux. Un silence qui interpelle. Alors la question se pose, s'agit-il d'un simple ajustement tactique ou d'une pente glissante vers des compromis sans cap à l'image de certains États qui, à force